Entre deux parties de golf en Écosse, Donald Trump parade devant les caméras. Il a bel et bien obtenu une hausse des droits de douane sur les exportations européennes. Et cerise sur le gâteau, la présidente de la Commission européenne en personne défend ces mesures. Vous pouvez appeler cela honnêteté, vous pouvez appeler cela un rééquilibrage. Nous avons un surplus, les États-Unis ont un déficit et nous devons le rééquilibrer. Alors que la balance commerciale penche trop en faveur des Européens à son goût, Donald Trump avait menacé d'introduire des taxes à 30%. Les Européens ont obtenu un taux de 15% finalement. Ursula von der Leyen a tenu à présenter cela comme une victoire. Pas de quoi convaincre pourtant François Bayrou qui s'est fendu d'un tweet ne s'embarrassant pas de précautions oratoires. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Des Européens qui semblent être mis devant le fait accompli. Mais pour certains, c'est un moindre mal. Compte tenu de la situation initiale que nous avions avec les États-Unis d'Amérique, il n'était évidemment pas possible d'obtenir davantage. Il ne s'agit pas d'un accord conclu entre le président Donald Trump et Ursula von der Leyen. Ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. C'est cela qui s'est passé. Quelques rares secteurs, comme l'aéronautique, échappent aux coupes douaniers des Américains. Malgré la hausse des taxes, certains professionnels avouent leur soulagement. Tous les semaines quasiment, on avait des nouveaux scénarios. Donc des scénarios à 30%, des scénarios à 200%, des scénarios à 0%. Et pour les entreprises, c'est impossible d'investir. Vous imaginez, il faut 3 semaines entre le moment où vous mettez sur un bateau un parfum et où ils arrivent aux États-Unis. En fait, vous ne savez pas dans quelles conditions il va être vendu. Mais les demandes de Donald Trump ne se sont pas arrêtées aux droits de douane. Il exige que l'Union européenne achète davantage américain. Plus 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et plus 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Alors, cet accord est-il un moindre mal ou une humiliation? Est-ce un coup fatal pour l'Union européenne? L'Europe sera-t-elle aussi audible après cette séquence? Doit-elle se tourner vers d'autres marchés? Et pour en parler ce soir, nous recevons Théo Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez participé au rapport de cette même fondation 2005-2025, 20 ans qui ont transformé l'Europe. Selon vous, cet accord est un moindre mal au vu des armes dont la Commission européenne disposait. Aujourd'hui, dites-vous, l'Europe doit d'urgence s'autonomiser et varier ses débouchés. À vos côtés, Éric Albert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique au Monde. Selon vous, c'est une défaite absolue et complète de l'Union européenne, qui est dure face aux faibles, dites-vous, mais s'écrase face aux forts. Désormais, à tout moment, la Chine peut réclamer la même chose. Et puis, Sylvie Matelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Votre livre « Géopolitique de l'économie » est paru aux éditions Erol. Selon vous, Donald Trump est en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire économique. On est entré dans un monde de repli sur soi, du œil pour œil, dent pour dent. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et la phrase du jour. Oui, cette phrase, c'est la suivante. C'est le plus grand accord jamais conclu. Voilà, tout est résumé ici, du point de vue du président américain, évidemment, qui s'est donc mis d'accord avec Ursula von der Leyen pour que les produits européens débarquant aux États-Unis soient taxés à 15%. Les produits américains, eux, ne subiront aucune taxe quand ils entreront sur le territoire européen. Sylvie Matelli, il a donc tout gagné, Donald Trump. C'est ça qu'on appelle l'art du deal? Ça semble être ça, ce qu'on appelle l'art du deal, effectivement. Si l'accord a été ainsi passé, on a cédé pas mal de terrain. Moi, je m'interroge quand même sur cet accord. Il est où l'accord? Il a été signé quand? Par qui? On a vu Donald Trump déplier une espèce de petite feuille toute froissée, avec des choses écrites en très gros, les lire. Ursula von der Leyen acquiescé, mais il y a quand même pas mal de flou sur cet accord. Il y a quand même pas mal d'éléments à clarifier. On a un accord, et ça a été répété 3 ou 4 fois par Madame von der Leyen. On a un accord. Il n'y a bien que ça qui dominait. Donc reste à voir. Ce qui est certain, c'est que l'impression qu'il reste, c'est qu'effectivement Donald Trump a gagné et qu'on a tout cédé. C'est ça. Ça, c'est dramatique, et c'est plus dramatique que l'accord en tant que tel et que les conséquences économiques de cet accord. Le sujet ensuite, c'est il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Théo Verdier, tout de même, ce qui a été assez étonnant hier, c'est qu'on a vu François Bayrou, le Premier ministre, avoir des mots très durs dans son tweet. Il parle lui-même de soumission d'une Europe qui se serait totalement soumise aux États-Unis. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que la France voulait aller plus loin, voulait aller véritablement au bras de fer avec les États-Unis?
Deux éléments. Premièrement, je crois que si nous étions allemands ou italiens aujourd'hui, nous ne serions pas si attristés par cet accord. La France est l'un des pays, voire l'un des seuls, qui était pour une logique de bras de fer, en tout cas en termes d'affichage. Mais je ne crois pas qu'Ursula von der Leyen y soit allée sans en discuter avec le commissaire français Stéphane Séjourné, ni avec Emmanuel Macron. Donc, dans le propos de François Bayrou, il y a à minima de la faiblesse politique, puisque personne ne lui a répondu au niveau européen, et peut-être un peu d'hypocrisie nationale. Ouais. Et là-dessus, un élément, c'est que je crois que la Commission est persuadée d'avoir fait ce qu'elle pouvait de mieux avec les armes qu'elle avait, puisqu'elle avait une violence externe à laquelle elle n'est pas préparée, c'est le coup de boutoir de Donald Trump, et un désalignement interne, puisque, et on le voit bien sur un autre sujet qui est le Mercosur, la France est sur le sujet du commerce extérieur assez isolée de ses partenaires. Ouais. L'Europe est une démocratie, ce sujet-là va passer au Parlement européen, au Conseil. Si la coalition gouvernementale française voulait amener le gouvernement à se positionner contre et à monter une coalition, elle le peut. L'Europe est une démocratie, donc il ne faut pas voir ça comme une technocratie qui nous impose quelque chose. Il y a un jeu politique en Europe et on peut jouer avec ces armes-là. Éric Albert, Ursula von der Leyen a dit qu'il vaut mieux une mauvaise paix qu'une guerre commerciale. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord pour une raison simple. C'est l'Union européenne est un nain politique parce qu'effectivement, elle est divisée sur les questions géopolitiques, elle est divisée sur les questions d'armée. Il y a 27 armées. Elle a une puissance, c'est la puissance commerciale. On a une union douanière, les mêmes droits de douane pour tout le monde. On est 450 millions de consommateurs. Ouais. C'est une vraie grande puissance. Et en plus, on a les armes juridiques pour répliquer. Depuis maintenant 2-3 ans, l'Union européenne a préparé un certain nombre d'armes juridiques pour pouvoir répondre à ce genre de droits de douane, notamment répondre au niveau des services, donc par exemple contre les GAFAM, si jamais on était attaqué là-dessus. Donc on avait tout, et politiquement, on s'est dégonflé. À court terme, c'est un bon calcul, la guerre commerciale aurait coûté plus cher à l'Union européenne. Bien sûr qu'une guerre commerciale coûte cher. À moyen terme, ça envoie quoi comme message ? Le message aux Chinois, c'est allez-y, vous pouvez demander ce que vous voulez à l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Le message à Trump, c'est pareil, vous pouvez taper sur l'Union européenne, ils seront contents qu'on vous arrêterez de taper et ils diront merci. C'est politiquement, à mon avis, absolument catastrophique. Alors, vous le disiez, Théo Verdier, si on avait été allemand ou italien, on n'aurait pas reçu cet accord de la même manière. On va voir avec vous, Julia, justement, quels sont les pays européens particulièrement touchés par ces droits de douane. Alors, il y a les Allemands d'abord, même s'ils sont soulagés par les 15%, parce qu'ils craignaient les 30%, leur économie reste tout de même fragilisée par ces droits de douane, car en Europe, ce sont eux qui vendent le plus de marchandises aux Américains, des voitures notamment, ou des produits pharmaceutiques, pour une valeur d'environ au total de 160 milliards d'euros en 2024. Et puis on l'a appris, notamment les médicaments qui devraient être taxés à hauteur de 15%, alors qu'avant ils étaient exemptés. Au début de l'année, d'ailleurs, la Banque centrale allemande avait averti le produit intérieur brut du pays pourrait baisser de 1% à cause des droits de douane. L'Irlande aussi va être touchée parce que comme l'Allemagne, c'est un gros vendeur de produits pharmaceutiques aux États-Unis. D'ailleurs, dans un communiqué, le gouvernement irlandais a dit, je cite, regretter ce nouveau taux de 15%. L'Italie et la France, ils vendent moins de marchandises aux Américains, mais certains secteurs sont particulièrement touchés, les équipements de transport, l'agroalimentaire. Quant au luxe, poids lourd de l'économie française, on ne sait pas encore s'il bénéficiera d'une exemption. On verra ça dans les prochains jours peut-être. Allemande, Irlande, Italie ou France, voilà les pays particulièrement touchés par ces droits de douane. Et à contrario, la Grèce, la Hongrie ou encore le Portugal, eux, sont beaucoup moins exposés parce qu'ils vendent beaucoup moins de marchandises aux Américains. Sylvie Matelli, est-ce que les États européens qui se sentent les plus impactés par ces droits de douane, est-ce qu'ils pourraient en fait bloquer la ratification de cet accord ? Alors, si tant est qu'il y ait ratification, parce qu'il y a des procédures qui peuvent être plus rapides et que la Commission a une compétence en la matière, mais il est clair que si une majorité qualifiée, donc une majorité des 2/3 décide de s'unir pour empêcher cet accord peut tout à fait être empêché, mais c'est ce qui a été dit il y a quelques instants, effectivement. Donc tous les recours sont possibles. La question qui se pose, c'est est-ce que véritablement il y a une volonté de recours et de s'opposer à Donald Trump et d'entrer ou de se positionner face à un risque de guerre commerciale ou pas, ou est-ce que les réactions sont une simple hypocrisie, mais en fait on avait très très peur et on a
a fini par accepter. C'est pas l'Europe qui a accepté toute seule, ce sont les 27. Stéphane Séjourné était parfaitement au courant des négociations, Emmanuel Macron aussi, Frédéric Merz aussi. Donc l'accord ne sera pas bloqué a posteriori. François Bayrou peut crier tout ce qu'il veut, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'on nous vend le scénario comme quoi Ursula von der Leyen était toute seule aujourd'hui face à Donald Trump, alors qu'en fait tout le monde était au courant. C'est bien pratique. C'est toujours bien pratique de lui taper dessus. C'est ça. Un élément, je crois, qu'il faut, pour se projeter dans la vision de la politique communautaire sur ce sujet, l'idée, c'est de fermer le dossier. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si ça va arriver, mais de fermer le dossier de la négociation commerciale américaine et de se projeter vers l'extérieur dans la négociation d'accords de libre-échange avec l'Indonésie, l'Inde, les Émirats arabes unis, et de se dire, on va diversifier nos débouchés pour que dans 5 ans, on ne soit pas dans la même solution. Et deuxièmement, se dire, on va simplifier au niveau de la régulation, au niveau de l'Europe, dans notre économie interne. Un mot tout de même aussi, Éric Heilbert, est-ce qu'avec cet accord, Trump, finalement, a un peu, je mets entre guillemets, enterré aussi l'Union européenne? On sait les mots très durs qu'il avait contre l'Union européenne depuis son retour à la Maison-Blanche. Est-ce que là, il a réussi, en effet, avec cet accord? Sur la forme, c'est une humiliation complète. Il a convoqué Ursula von der Leyen dans son golf luxueux. En Écosse, oui. En Écosse. Il lui a fait la leçon pendant 20 minutes. La conférence de presse préalable aux négociations était extraordinaire. Pendant 20 minutes, toute l'attention était autour de lui. Von der Leyen a vaguement dit 2 mots. Elle était extrêmement tendue parce que les négociations n'avaient pas encore eu lieu. Et après, elle a expliqué toute seule le deal. Trump a lu d'abord sa feuille, et effectivement, ils étaient 2, puis ensuite, c'est von der Leyen qui allait s'expliquer toute seule. Donc, sur la forme, c'était une humiliation absolument complète. Sylvie Matelli, le 24 juillet dernier, c'était là, il y a quelques jours, l'Union européenne avait validé le paquet de sanctions à hauteur de 93 milliards d'euros. Pourquoi cette riposte n'a pas été mise sur la table ? Alors, elle l'aurait été après le 1er août si accord n'avait pas été conclu. Et la question, c'est une vraie question, le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 24 juillet et ce week-end, donc qui était le 27 juillet? Oui, c'est ça, quelques jours après. Alors, entre les deux, les Européens sont allés en Chine et vraisemblablement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ou en tout cas le sommet qui devait commémorer les 50 ans de la relation entre l'Union européenne... C'était quoi les Européens? C'était davantage de participation de la Chine? Voilà, de coopération avec la Chine, ou une compréhension de la Chine des enjeux qui se jouaient, et vraisemblablement, ils ne l'ont pas obtenu. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je n'en sais rien, mais en tout cas... Moi, j'y vois pas forcément un hasard. On le saura dans quelques jours, mais j'y vois pas forcément un hasard. Il y a un autre élément que je voulais rajouter à ce que disait Théo à l'instant, c'est qu'au-delà de nos partenaires, on est aussi un grand marché. On est aussi un grand marché de 450 millions d'habitants, donc de consommateurs potentiels. Donc là aussi, c'est vrai que l'Europe sort fragilisée de cette séquence, qu'un certain nombre d'anti-européens commencent à dire « qu'est-ce qu'on fait dans l'Europe finalement ? Regardez les Britanniques, ils ont mieux négocié que nous. » Je rappelle que les Britanniques ont un déficit commercial, donc quand on est isolé, on est moins fort. Mais pourquoi ne pas capitaliser aussi sur nos atouts et mettre en œuvre très rapidement ce que préconisent les rapports Draghi et l'État. Justement, Théo Verdier, par rapport à cette différence de traitement entre l'Union européenne et les Britanniques, 15% pour l'Union européenne, 10% pour les Anglais, comment vous expliquez cette différence? Ce chiffre ne veut rien dire. Le Royaume-Uni a une balance commerciale qui est quasi à égalité avec les États-Unis en termes d'import et d'export. Et donc ça fait très plaisir aux opposants du projet européen de le dire, mais économiquement, ça n'a aucun sens de comparer les deux. Par contre, la vérité, c'est que le modèle chinois de négociation, c'était on va monter très haut, très fort, jusqu'à 100% de droits de douane, et il va falloir se faire mal quelques mois jusqu'à que les deux parties redescendent. Et en fait, en Europe, on n'a pas cru avoir les moyens économiques et politiques, notamment à cause de la guerre en Ukraine, d'avoir ce rapport de force avec les États-Unis. Éric Heilbert, est-ce que cet accord aussi dépasse le cadre économique? On l'a un peu suggéré là, depuis le début de cette conversation, mais voilà, est-ce que c'est aussi un message envoyé à la Russie, à la Chine? S'il est envoyé clairement à la Russie et à la Chine, c'est cryptique quand même. Donald Trump a une obsession depuis 30 ans, c'est les droits de douane. Il pense qu'il y a le reste du monde qui arnaque, c'est son mot, les États-Unis. C'est faux, hein. C'est la plus grande relation commerciale au monde, les États-Unis et l'Union européenne, avec des échanges parfaitement équilibrés. Il y a plus d'exportation de marchandises, c'est vrai, mais il y a plus d'importation de services dans l'autre sens. Et en plus, il y a un certain nombre d'entreprises américaines qui rapportent leurs dividendes aux États-Unis. L'un dans l'autre, c'est égal à 3 milliards près. C'est vraiment égal. Donc cette idée qu'il a dans la tête, et que von der Leyen a d'ailleurs accepté, disant oui, il y avait un déséquilibre et il fallait le rééquilibrer. C'est faux. C'est absolument faux.
encore une fois, on avait les moyens de répondre, on a refusé l'obstacle, on a refusé d'aller à la confrontation, on a refusé de se faire mal, mais sur le long terme, ça risque de coûter très cher. Sylvie Mattei, justement, sur le long terme, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est à la merci aujourd'hui de tout le monde, voyant que l'Europe est faible, c'est-à-dire en effet de la Chine, et que même géopolitiquement ou même sur les marchés, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est fragile. Il y a deux dimensions à la fragilité. Il y a la dimension objective, on est fragile, et puis il y a la dimension plus subjective, comment on se positionne et comment on assume une certaine force. Et en fait, c'est très paradoxal ce qui s'est passé ce week-end, parce que je pense qu'un autre élément qui a pu jouer, c'est la question ukrainienne. Ouais. On a besoin des États-Unis encore quelques années pour notre défense, espérons que ce ne sera que quelques années. Et donc, il ne fallait absolument pas fâcher Donald Trump. On a besoin d'un cessez-le-feu très vite pour nous donner le temps de respirer, pour permettre à l'Ukraine de sortir de cette guerre. Pour nous défaire aussi, Ursula von der Leyen l'a dit, de notre dépense au pétrole russe. C'est ça, en plus, en l'occurrence. Le seul truc, c'est qu'en signant un tel accord, en se soumettant autant, on donne un signal quand même extrêmement fort à Vladimir Poutine, c'est que finalement, on n'a que de la tchatche, si vous me permettez l'expression. On est capable de se positionner sur plein de choses, mais de déclarer plein de choses, mais à la fin, quand il faut agir, on n'agit pas. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement dommage. Allez, on va partir dans notre beau placard à archives, figurez-vous, il est vraiment bien, et remontons le 9 septembre 2024. Ursula von der Leyen et Mario Draghi présentent alors un plan pour l'avenir de l'Union européenne. À l'approche de l'automne, l'ex-président de la Banque européenne n'est pas des plus optimistes. L'Europe est une terre, un continent de valeurs. Celles de l'Union européenne sont prospérité, équité, liberté, paix et démocratie dans un monde durable. Et si l'Europe ne peut plus offrir cela à ses citoyens, elle perdra sa raison d'être. Les valeurs comme le climat et la croissance sont étroitement liées à nos principes fondateurs. C'est pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui est devenu existentiel. Voilà, Théo Verdier, les mots sont forts. Commercialement, environnemental, là on a l'impression que ce sont des mots qui n'existent plus. Si on avait respecté en effet les recommandations de Mario Draghi, est-ce que cet accord aurait été signé ? Ou même pas signé, ou même aurait été discuté, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que cet accord, c'est l'antithèse de l'agenda de l'Europe puissance. Puisque, nos industriels vont en souffrir, premièrement, puisqu'ils sont, et notamment allemands, italiens, mais pas que, orientés vers l'export. Alors en France, on sauve un peu les meubles avec la question de l'aéronautique, mais nos industriels vont en souffrir. Deuxièmement, on le voit bien dans cet engagement à acheter plus d'équipements militaires américains. Alors, en vrai, je crois que c'est assez flou et que personne ne va savoir comment ça va se concrétiser, mais en tout cas, dans l'engagement rhétorique, on ne va pas vers l'indépendantisation qui nous permet de continuer à acheter, de bâtir une autonomie stratégique européenne. Donc l'Europe puissance qui est la force industrielle et la force militaire ou la force de l'industrie de l'armement et qui est synthétisée dans le rapport Draghi, c'est vraiment le contraire de ce qu'on est en train de faire. Donc à court terme, je crois que c'est ce que la Commission estimait pouvoir faire de mieux pour sauver les meubles. Mais c'est clair qu'à long terme, ce n'est pas la bonne direction. Alors peut-être justement d'autres directions à suivre. En tout cas, pour le ministre chargé du commerce extérieur, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. L'Europe peut trouver aussi d'autres débouchés commerciaux ailleurs, sur la planète. On écoute Laurent Saint-Martin. On peut aussi aller chercher des accords commerciaux avec le reste du monde. Regardez l'Inde, l'Indonésie, les pays du Golfe. Tous ces pays-là ont envie de commercer avec l'Europe et on peut aller chercher, là pour le coup, des baisses de droits de douane avec ces zones du monde. En 2026, malgré cet accord déséquilibré avec Donald Trump, l'Union européenne peut sortir avec moins de droits de douane globaux. Parce qu'avec d'autres zones du monde, nous aurions eu des accords commerciaux qui nous seront favorables. Éric Albert, est-ce qu'il faut développer des accords de libre-échange avec d'autres partenaires? C'est envisageable, même souhaitable? C'est envisageable et souhaitable, mais ça ne compensera absolument pas le marché américain. C'est la première puissance économique au monde. Les Brexiteurs ont joué ça. J'ai habité au Royaume-Uni pendant longtemps, j'ai suivi le Brexit de très près. Les Brexiteurs disaient, vous allez voir, on va commercer avec l'Inde, on va commercer avec l'Australie. Certes, mais enfin, ce sont des pays qui sont lointains, qui sont moins gros. Donc, passons des accords de libre-échange avec le Vietnam et l'Indonésie, bien sûr. Mais ça ne changera pas grand-chose au PIB européen. Donc, le problème, c'est quand on fait face à la première puissance économique mondiale, c'est avec eux qu'il va falloir résoudre le problème, pas avec le reste du monde. Sylvie Mattei, c'est vrai que vous avez dit au début de ce débat que pour l'instant, on n'a pas vu d'accord, la trace écrite, parce que ça va être long, il va falloir que ça soit ratifié, il faut aussi que les 27 donnent leur accord. Mais ça veut dire que si on met trop de temps, si cet accord n'est pas ratifié, à votre avis, aujourd'hui, Donald Trump peut repartir sur des droits de douane excessifs comme il pensait les mettre en place auparavant? Il est
totalement imprévisible, donc je ne vous répondrai sûrement pas non à cette question, et surtout que la négociation ne fait que s'engager, puisque l'accord reste très flou, si tant est qu'il y ait un accord, et qu'il va falloir négocier ligne par ligne, élément par élément, exemption par exemption, et qu'il peut se fâcher tout rouge à un moment donné. Oui, c'est ça, oui. Un élément juste sur l'interview du ministre lundi matin. Oui. Il faut mettre un avis de recherche sur la Commission européenne. Je veux dire, le gouvernement français est venu expliquer aux Français sur la première matinale de France, non pas ce que la Commission avait négocié, mais ce que lui, il aurait négocié dans un monde idéal. Mais c'est à la Commission de venir défendre son agenda à la compétence exclusive. La France est le deuxième pays de l'Union et c'est celui qui est le plus opposé à ces questions de libre-échange. Donc je ne comprends pas pourquoi ils refusent de défendre leur agenda. Mais comment vous l'expliquez? Est-ce que justement, ce n'est pas un agenda politique qui se cache derrière ça? Vraiment, c'est un mystère. Comment est-ce qu'en fait, en France, dans le débat public, on n'entend que des commentaires franco-français opposés à cet accord? Et je crois profondément qu'au niveau européen, on est persuadé que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Pourquoi personne porte ce discours? C'est un mystère. Éric Heilberg. Il y a certes la Commission qui a défendu sa position, mais les réactions dans le reste de l'Union européenne sont quand même très, très mitigées. Hein. Ouais. Mélanie disait, bon, c'est mieux que rien. C'est pas si mal, mais, c'est très mitigé. Il va falloir encore négocier. Friedrich Merz, le chancelier allemand, pareil, aurait préféré mieux. Et le patronat allemand a tiré la langue en disant... Franchement, c'est pas génial. Il n'y a pas grand monde de content quand même de cette affaire. Hein. C'est ça, oui, c'est du Matteli. En effet, on voit en effet un accord qui ne contente finalement personne, en fait. Et qui donne l'impression, comme on l'a dit précédemment, que Mme von der Leyen est allée toute seule. Dimanche, elle s'est réveillée dimanche matin en se disant « Ce soir, je signe avec Donald Trump, quoi qu'en disent tous les autres. » En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle a négocié sous mandat et elle a tenu informé, y compris dimanche dans la journée, tous ses partenaires de ce qui allait se passer et de ce qui allait se jouer. Donc, elle avait quelque part l'aval. Aujourd'hui, c'est peut-être on joue peut-être le jeu du bad cop, good cop, vous savez, c'est-à-dire elle est allée signer, voilà, elle a obtenu son accord et puis on se positionne parce qu'il faut bien faire comprendre qu'on ne cédera pas sur tout et aux opinions publiques surtout, que derrière ce symbole désastreux de la signature d'un accord où on s'est plié, ben on va peut-être résister, souhaitons-le, souhaitons qu'on se réveille et qu'effectivement on assume un rapport de force. Donc j'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler encore un petit peu de cet accord, de ce début d'accord, et en effet, il faut bien le signaler, il faut encore que ça soit donc ratifié par les 27 membres de l'Union européenne. Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre sur ce sujet ce soir sur le plateau de 28 minutes.